Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Orsoethics sur le sujet de la négociation des moyens informationnels des syndicats et des CSE dans la période actuelle de renouvellement des instances. Et donc, dans le cadre des accords, des moyens qui consacrent les moyens du dialogue social, là, il ne s'agit pas de parler d'heures, de délégations, de nombre d'élus. Ce n'est pas le sujet. Il s'agit de parler des outils. C'est vraiment le cadre informationnel. Comment on le négocie, sachant que dans l'état actuel des choses, c'est qu'il y a un cadre qui est souvent complètement un cadre par rapport aux outils, qui est complètement déconnecté de la réalité, on va dire, en retard, à la ramasse, et des pratiques tacites, plus ou moins reconnues, qui avancent, etc. Donc, on est vraiment, quand on parle de cadre informationnel, entre un mélange entre le formel et l'informel. On est également entre un mélange, là on va parler de négociation, mais il s'agit de voir dans quelle mesure il y a un équilibre qui se fait entre les moyens propres que vont se donner les syndicats pour informer les salariés, interagir avec les salariés, et les moyens donc à l'externe, avec la liberté d'expression, la liberté qui va avec, et la capacité des syndicats à négocier des moyens avec les outils dont l'employeur est propriétaire, les outils de la messagerie, le réseau social interne, etc. etc. Là, la donne est un peu différente et des contraintes nouvelles se posent. Et donc, c'est un juste équilibre parce que, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais d'avoir accès aux outils de l'employeur, c'est quand même un gage de simplification de l'action pour aller au contact des salariés. Donc, on va découper le sujet de la façon suivante. On va parler du cadre, ce qui existe, et comment il est un peu, comme je le disais, déconnecté par rapport à la réalité et le rattrapage nécessaire qu'il y a à la faveur des négociations qui vont se tenir là, enfin qui se tiennent à chaque renouvellement des mandats. Il y a des négociations sur les accords, les moyens du dialogue social. C'est la périodicité en fait de ces cycles de négociation, et d'ailleurs qui explique le décalage avec la réalité, parce que tous les 4 ans, c'est pas forcément génial avec la vitesse à laquelle évoluent les usages et les pratiques sur les outils. Et ensuite, on verra hors cadre, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre d'éléments. Et dernière chose, et qui est vraiment importante, on parlera des moyens informationnels pour les syndicats, mais également pour les CSE. C'est quelque chose qu'on néglige trop souvent, c'est que le CSE, sa politique d'information, elle n'est pas circonscrite aux activités sociales et culturelles. Le CSE, il a des missions économiques, il doit en rendre compte, et de façon pas forcément c'est pas en envoyant des PV même de 10 pages ou de 15 pages de séances qu'on va donner envie aux salariés à s'intéresser à ce qui se passe en termes de dialogue social, d'information, consultation. C'est pas la meilleure façon de les accrocher. Et donc, il y a vraiment une légitimité du CSE à asseoir une véritable politique d'information en complémentarité à côté de celle des syndicats. L'un n'empêche pas l'autre, et ça, c'est important quand on négocie les moyens du dialogue social. Donc, écoutez, merci à Orsoethics de porter le sujet avec Jean-Pierre Lyonnais, qui en est le dirigeant. Merci à nos 3 élus qui vont rapporter leur expérience, sachant qu'il n'y a pas de recette magique, il y a pas, voilà. Vous prenez de votre temps pour partager vos retours. Donc, Laure Trincal, toi, tu es déléguée syndicale adjointe, je crois, centrale adjointe de la CFE-CGC chez Michelin. Donc, tu vas nous raconter comment ça se passe, sachant que votre accord, lui, date de 2018. Pierre Poquet, toi, tu es délégué syndical central UNSA chez IBM. Et Christophe Luis, tu es délégué syndical central FO chez Astec,
qui est peut-être l'entreprise la moins connue de vous trois, mais Aztec, c'est une entreprise de plus de 3000 salariés, qui est une entreprise une USN, hein, dans les services numériques, et qui a la particularité, et dans le sujet qu'on adresse aujourd'hui, c'est vraiment intéressant de le noter, c'est que 10% des 3000 salariés sont sur site, les restes, ils sont chez les entreprises clientes. Donc, il y a vraiment un intérêt de les toucher. Dernière chose avant de passer la parole de te passer la parole, Jean-Pierre, c'est que je voulais souligner quand même un point quand on parle d'outils et qui est important à noter, et notamment dans des grosses entreprises, c'est que les syndicats, on va dire les gros syndicats, n'ont pas forcément intérêt à pousser ce genre d'outils. Enfin, parce que quelque part, la capacité d'un syndicat à utiliser la messagerie professionnelle de l'entreprise, la capacité à être présent sur le réseau social, etc., interne, ça favorise les petits, en gros. Parce que c'est les outils qui permettent, par exemple, l'exemple d'Aztec avec Christophe, c'est de toucher l'ensemble des 3000 salariés qui sont répartis pratiquement dans autant d'entreprises utilisatrices. Si vous avez les mails pro et vous pouvez les toucher, ça avantage des petits syndicats qui vont pouvoir toucher plus facilement les salariés. Voilà. Donc, merci. Merci à votre participation dans le chat. Vous êtes nombreux, donc, et surtout sur un sujet comme ça, je pense que ça peut vraiment être intéressant que vous nous fassiez remonter également par rapport à ce que vous entendez, mais par rapport à ce que vous avez pu obtenir, parce que quand même, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Hein. Les choses évoluent très, très lentement sur ce sujet-là, du moins dans le cadre des accords. Hein. Et donc, vous avez des choses intéressantes que vous avez pu obtenir dans le cadre de la négociation, ou alors en mettant un pied dans la porte, parce que ça avance aussi comme ça. C'est de ne pas tomber dans l'autocensure et de mettre un pied dans la porte quand on estime qu'on a un besoin légitime à informer les salariés, qu'on est dans son droit. De mettre un pied dans la porte pour faire avancer les choses. Sinon, on tombe dans l'autocensure et ça risque de ne pas forcément avancer. Donc voilà. Jean-Pierre Lyonnais, donc tu es le responsable, président fondateur de cabinet Orsoethics. Et donc, vous portez le sujet. Et toi, tu vois, je te lance là-dessus parce que tu vois une contradiction, une forme de hiatus ou pas. Dans le cadre des confinements qu'on a vécu, les directions contraintes et forcées ont été, parce qu'il y avait quand même de la négociation à mettre en route, ont été forcées à jouer la carte comme je reprends tes termes, hein, du e-dialogue social. Par contre, force est de constater que en termes de e-communication, ça n'a pas déroulé, ça n'a pas suivi. C'est pas pour autant c'est pas parce que les syndicats ont négocié on va dire virtuellement en partie dans le cadre des confinements que derrière ça, les directions ont ouvert les portes du système d'information pour leur permettre de toucher plus facilement les salariés. Jean-Pierre. Ton micro, Jean-Pierre. Non, ton micro. Tu as le droit de reprendre. Voilà, oui, j'avais coupé le micro pour éviter les larcènes. Donc bonjour à toutes et tous. C'est effectivement un point qui m'avait pas mal frappé. C'est finalement la souplesse, la flexibilité avec laquelle les employeurs s'étaient mis au e-dialogue social avec le confinement. D'ailleurs, on avait pas mal travaillé là-dessus à l'Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean Jaurès, dont je suis un des animateurs. Et on avait vu toute cette évolution extrêmement rapide vers le e-dialogue social, les réunions de CSE, les réunions de négo se tenant en distanciel. Et puis, le confinement terminé, finalement, les habitudes sont restées en grande partie. C'est-à-dire que on continue d'avoir un certain nombre de négociations ou de réunions en distanciel ou en mixte, en hybride. C'est-à-dire que quand on assiste aujourd'hui à de nombreuses des réunions de CSE dans pas mal d'entreprises, on se rend compte qu'une partie des élus sont en présentiel et l'autre partie est en Teams ou en n'importe quel autre système de visioconférence. Donc, ça a perduré.
ça fonctionne d'autant mieux finalement que beaucoup d'entreprises sont multisites. Donc, les employeurs, ça leur a bien plu, ça, finalement, de faire du e-dialogue social. Par contre, faire de la e-communication, là, quand c'est eux qui communiquent, oui, il n'y a pas de problème. Mais ouvrir la communication à partir des réseaux de l'entreprise au CSE et encore plus aux syndicats, là, par contre, ça coince. Alors que le e-dialogue social, il touchait bien les deux, c'est-à-dire qu'il touchait aussi bien les réunions de CSE que les négociations syndicales, les négociations d'accord. Or, on voit là assez clairement que il y a finalement peu d'entreprises et dans ce que vont décrire là les trois élus et dont on a fait un premier point en préparatoire, on voit bien que les portes sont soit complètement fermées, soit juste entrouvertes, et que ça n'a vraiment pas percolé à ce niveau-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une contradiction, ou du moins un point assez marquant, où quand ça m'arrange, je fonctionne bien, enfin, en tant qu'employeur, quand ça m'arrange, je fonctionne bien avec les outils informatiques, et puis quand il s'agit de la communication, ça fonctionne plus du tout, ou ça fonctionne très très peu. On aurait pu aussi imaginer d'ailleurs que ces moyens informatiques soient mis à disposition de la libre expression des salariés dans l'entreprise, le droit d'expression des lois Auroux, qui n'a jamais été trop mis en pratique, et où ça aurait pu être une occasion de relancer ça sous une forme ou sous une autre. Donc ça, c'est un point. Et cette difficulté à communiquer, moi, me semble en plus très aggravée par la mise en place du CSE. Je m'explique. Le CSE dans les ETI et les grandes entreprises, je ne parle pas des PME, où les choses peuvent fonctionner sur une boîte de 100, 200, 300 salariés, ça peut fonctionner de manière plus fluide. Et d'ailleurs, dans ces boîtes moyennes, il y avait souvent déjà des DUP. Mais dans les grandes entreprises, le CSE était quand même un facteur d'éloignement assez considérable entre les élus et leurs électeurs. On se retrouve avec aujourd'hui dans une grosse moyenne, dans une entreprise de 1000 salariés, on va avoir sur les grandes entreprises, on va avoir un élu pour 100 salariés et parfois un élu pour 500 salariés dans les plus grosses boîtes, donc, c'est des proportions extrêmement faibles qui font que il y a beaucoup d'électeurs qui ne connaissent pas leurs élus. Et le fait de cet éloignement, il n'y a plus de DP, il n'y a plus de CHSCT qui étaient les élus de proximité. Bon, le fait de ne pas connaître les élus de CE, c'était déjà le cas dans les grosses boîtes. Mais, de ne pas connaître, d'avoir un élu de CE pour plusieurs centaines de salariés, c'était déjà le cas dans les grosses boîtes. Mais il y avait les DP, mais il y avait les CHSCT, qui étaient quand même des élus de proximité qui étaient connus d'énormément de salariés. Or, aujourd'hui, il n'y a plus cette connaissance. Et en même temps, comme dirait l'autre, les moyens de communication sont réduits. Ils sont réduits par le télétravail, le fait que les panneaux syndicaux sont beaucoup moins lus, ils sont réduits par l'éparpillement, ils sont réduits dans des ESN par le fait que les gens ne sont pas dans les boîtes, et donc ils sont beaucoup plus dispersés. Ils sont réduits par justement l'absence de proximité. Donc, ça pose vraiment la question de pouvoir s'adresser à des salariés que par dysfonctionnement
mais je dirais, c'est consubstantiel au CSE, que par dysfonctionnement, on a de plus en plus de mal à toucher physiquement, puisque il y a beaucoup moins d'élus il y a beaucoup moins d'élus de proximité. Donc voilà, moi c'était ça un des éléments vraiment frappants et qui avait fait accrocher sur ce sujet quand on avait parlé avec Rodolphe. Et c'est vraiment intéressant maintenant d'écouter toutes les pratiques de terrain. Et c'est pour ça que je vais passer la parole tout de suite, ou Alors, rendre le non, micro. je vais te relancer une perche, Jean-Pierre, parce que Vas-y. pour terminer de planter le décor comme tu l'as fait, c'est que quand on cadrait ensemble en préparatoire, entre guillemets, tu m'expliquais que le côté, la nécessité d'avoir, est-ce que l'accord sur les moyens d'information, est-ce que c'est compatible avec le fait d'être toujours ça nécessite des clauses de revoyure régulières. C'est-à-dire que c'est vraiment des accords qui sont très vite en décalage par rapport à la réalité des pratiques. Et négocier tous les 4 ans un accord de moyens syndical, c'est juste pas cohérent. Alors, d'une part, c'est pas cohérent, et puis en plus, euh, les accords de moyens syndicaux qui ont été négociés ont souvent été négociés en 2018-2019, c'est-à-dire avant Covid, avant généralisation du télétravail. Donc, ils sont encore plus en décalage, et c'est pour ça que la grande vague d'élections qu'il y a cette année me semble être vraiment une occasion de renégocier des accords négociés il y a 4-5 ans, où d'une part, on n'avait pas eu le Covid, et d'autre part, on n'avait aucune expérience des CSE. Donc déjà, négocier tous les 4 ans, c'est beaucoup. Ça mériterait d'être renégocié plus souvent. Mais là, surtout, le contexte a profondément changé avec l'accord négocié suite aux ordonnances. Ok, parfait. Merci Jean-Pierre. Alors, on va commencer nos retours. Alors, n'hésitez pas à poser aussi des questions, hein. J'ai parlé du chat, mais si vous avez des questions vraiment à poser, et dans la mesure de la capacité à répondre de nos intervenantes et intervenants, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, dans la partie questions. Laure, donc, tu es donc délégué syndical, je le répète, bon, on le voit un peu quand même, hein, tu as un magnifique fond d'écran. Vous êtes, ah ouais, bah c'est sûr. Pas un fond d'écran. C'est pas un fond d'écran, c'est même pas un fond d'écran, effectivement, excuse-moi. Et donc, tu es délégué syndical CFECG chez Michelin, en charge de la communication, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est quand même important de le préciser. C'est toi qui orchestre tout ça, et c'est un gros chantier. Surtout qu'à partir du 11 mai, vous êtes en élection professionnelle, donc là, tu as encore l'occasion de t'exprimer et de faire ta campagne. Donc, la semaine prochaine, vous êtes en élection professionnelle. Et pour commencer, on parle de communication avec la capacité des OS à négocier avec les directions des moyens. Et justement, dans ce cadre-là, vous avez la direction à accepter de financer pour l'ensemble des organisations représentatives des réalisations, des films, des vidéos, des vidéos d'élus sur différents formats qui vont alimenter vos campagnes électorales respectives et qui sont diffusées sur le système d'information au-delà du site de vote. Hein. Donc, est-ce que ça augure de bonnes dispositions de la direction des ressources humaines de Michelin sur la capacité des organisations syndicales à communiquer en interne? Laure. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nos élections approchent à grands pas. On est dans la dernière ligne droite. Mais nos usines ont voté déjà. Ça, je n'ai pas précisé. Là, l'élection qui va courir à partir du 11 mai, c'est celle du siège social, donc la plus importante en termes de nombre de votants. Mais Michelin nous a proposé à l'automne de réaliser des vidéos en mettant en scène les délégués syndicaux centraux dans un premier temps, pour prendre la parole sur l'engagement syndical. Alors, ils n'ont pas eu l'idée tout seuls. Nous, la CFE-CGC, on avait déjà réalisé des vidéos avec nos militants qui intervenaient en quelques secondes pour dire qu'est-ce que ça représente pour moi en un mot, l'engagement syndical. Et le résultat était vraiment génial.
tout le monde a montré un enthousiasme, un engagement très, très impressionnant et c'était vraiment des belles vidéos. Donc, ça leur a donné des idées et ils nous ont proposé de réaliser des vidéos avec un temps de parole égal, évidemment, sur les 4 organisations syndicales représentatives, puisqu'il faut qu'il y ait un peu d'équité quand même dans un système comme ça. Alors, ça a posé beaucoup de questions, y compris dans notre syndicat. On s'est dit, tiens, pourquoi la direction veut notre parole? Donc, après avoir longuement pesé le pour et le contre, on a regardé l'extérieur. D'ailleurs, on s'est aperçu que c'était très innovant. Nous, on n'a pas trouvé d'exemple d'entreprise qui l'avait déjà fait. Et puis, on a fini par décider d'y aller. Alors, on a pris des précautions. Les questions qui ont été posées ont été co-construites. Si on a le temps en fin de webinaire, je pourrais peut-être en montrer une. Et donc, il y a eu un premier round de vidéos avec les délégués syndicaux centraux. 3 questions, 15 secondes par question. Et c'est diffusé sur les intranets entreprises et aussi sur toutes les télévisions. Parce que dans les salles de pause, Michelin a installé des télés. Donc, dans toutes les salles de pause, il y a les vidéos avec les délégués syndicaux centraux qui parlent de leur engagement qui ont été diffusés. Et il y a un deuxième volet d'ailleurs où c'est les Relations sociales France qui ont pris la parole en disant on veut des élus un peu partout, on veut que les gens soient bien représentés. Engagez-vous, ça sera valorisé dans l'entreprise. Ça aussi, c'était très nouveau. Et le message est très correct. D'ailleurs, ça a débloqué certaines personnes qui se posaient la question de franchir le pas, est-ce que je me mets en visibilité ou pas? Moi, j'ai quelques militants qui étaient dans l'ombre qui m'ont dit, c'est bon, je viens, je me présente sur les listes. Donc, ça a quand même eu un premier impact sur, puisque l'entreprise m'encourage, je me présente aux élections. Et puis, on a fait un deuxième round de vidéos sur Clermont-Ferrand avec des élus un peu plus connus, puisque tout à l'heure, on parlait de la difficulté à avoir un élu connu. Alors, on voulait le faire dans toutes les usines, mais ça a été compliqué puisque lorsqu'une organisation syndicale représentative n'était pas présente dans telle ou telle usine, c'était pas possible puisqu'il n'y avait pas équité. Mais sur Clermont, on a 2 vidéos, une dédiée au tertiaire avec des élus, alors 4 élus, un par organisation, intervient sur 2 questions sur l'engagement et quelle est ma mission principale, qu'est-ce que je pense avoir apporté en 4 ans à mes collègues. Super exemple. Avant de te repasser la parole, Laure, je précise dans le chat, je vois, parce que le sujet est large quand on parle, et là ce matin, on parle bien d'information, de stratégie d'information et pas de e-dialogue social. Effectivement, Jean-Pierre, tu as parlé de e-dialogue social. Là, je vois une question de. Moi, je sais plus, je suis pas un spécialiste. Je suis vraiment une éponge, moi, simplement. Donc, la question de Catherine, lors de la consultation CSE, les votes en distanciel Teams sont-ils acceptés? Je me rappelle plus. Enfin, bon, si vous avez des réponses là-dessus, mais en tout cas, c'est pas le sujet ce matin. C'est vraiment de parler des stratégies d'information. Là, on est vraiment sur le dialogue social, c'est un sujet, mais en tout cas, c'est pas celui de ce matin. Je préfère le préciser, histoire de pas frustrer et de pas être déceptif par rapport à des personnes qui sont dans la salle et qui attendraient vraiment du dialogue social. C'est pas le sujet. Laure, donc, une bonne initiative, une direction qui est qui a capté peut-être l'intérêt qu'elle avait, parce que tu me disais qu'il y avait certains syndicats, vous êtes posé la question, mais certains syndicats qui ont dit non, nous on considère que c'est manipulatoire et on joue pas ce jeu-là. Et on ne fera pas de vidéo. Donc, à ce moment-là, ça a su que ça ne permettait pas de faire les vidéos pour l'ensemble des autres syndicats, puisqu'il fallait que l'ensemble participe. Uniquement dans les usines. On a, par contre, excuse-moi. Au niveau du central, donc la vidéo DSC a existé avec les 4, et y compris la CGT. Ok. On a été un peu surpris, mais ils ont vu là une opportunité d'être un peu dédiabolisés aussi. D'accord, super. Si tu peux montrer la vidéo tout à l'heure, ou alors montrer les vidéos que vous avez fait avec vos propres moyens également, qui étaient très bien également. N'hésite pas à prendre la main quand tu les auras chargés et qu'on puisse les montrer. Alors, pour continuer, donc bonne disposition, on va dire, de la direction a priori pour valoriser l'expression syndicale dans le cadre des élections là. Alors, votre accord, je le disais, votre accord sur les moyens syndicaux, il date de 2018. Donc, il a quelques années. Et ça fait 2 ans que vous, CFE, vous demandez qu'il soit renégocié. D'accord ? Oui, pour l'instant. Au moment du Covid, comme on a un gros siège, toutes les personnes en tertiaire ont été renvoyées à la maison en télétravail. Je pense que beaucoup d'entreprises ont connu ça. Et on s'est soudain retrouvés très en difficulté pour contacter nos collègues. En plus, ce n'était pas si longtemps que ça après les élections professionnelles.
Donc, la mise en place du CSE, ça prend un petit peu de temps à l'échelle d'une entreprise de la taille de Michelin. Donc, on n'avait même pas encore pris nos marques que déjà, on était en difficulté. Et donc, tout ce travail, d'ailleurs, Jean-Pierre parlait des DP, tout ce travail de proximité avec les collègues, on a eu beau essayer de tourner, parce que nous on a fait l'effort quand même de tourner physiquement, y compris pendant le Covid, et on croisait quasiment personne sur les open space. Donc, c'est devenu très difficile. Alors, par contre, je dirais que les personnes qu'on croisait avaient plus de temps pour discuter. Bon, c'est le pendant. Mais, et donc, très rapidement, on est allé voir l'entreprise en disant cet accord ne convient plus. Nous, il nous faut des moyens pour pouvoir discuter et recueillir les questions, notamment de nos collègues. Alors, on a des représentants de proximité chez Michelin, donc en nombre d'élus, comme on complète avec des personnes que les syndicats nomment pour faire le travail de proximité, il y a un peu de moyens alloués. Ce n'est pas une question de nombre de personnes. La vraie difficulté, ça a été directement après la mise en place du CSE, je crois que c'était 10 mois après. Soudain, on est coupé des collègues. Les personnes n'ont pas encore le temps de trouver le rythme, que déjà, on n'avait plus de moyens. Alors, chez Michelin, l'accès à la messagerie professionnelle, ça, par contre, ils ne sont pas prêts. Alors, on est abreuvé de publicités diverses et variées qui remontent par LinkedIn, comme dans toutes les entreprises. Ça, c'est compliqué à bloquer. Mais dès que les syndicats essaient d'utiliser, même ne serait-ce qu'une courte liste de diffusion de gens qui sont d'accord, ils sont sur le qui-vive avec ça en permanence. Ça t'empêche pas quand même. C'est là qu'on voit, il y a le côté, ce qui est la théorie, la réalité. Par exemple, votre accord de droit sur les moyens syndicaux, il autorise à minima donc un espace de dialogue social, je ne sais pas comment il a appelé, sur l'intranet, sur le système d'information interne. Il autorise ça. Il bloque la messagerie. Et dans le cadre de la messagerie, il bloque par exemple la possibilité, si je ne me trompe pas, pour les élus, les syndicalistes, à signer de leur étiquette syndicale en signature de leur mail. Et toi, a priori, ça ne te pose pas un problème de signer en tant que DS, CFE, CGG, Michelin, et que la direction ne dit rien. Donc, c'est là qu'on voit que les choses peuvent avancer aussi de cette façon-là, quoi, non? Et tu n'es pas la seule à le faire. Oui, tu as bien mémorisé les choses. En théorie, dans l'accord, ce n'est pas. Alors, c'est pas la seule chose qui est théoriquement limitée dans l'accord, mais qu'on fait quand même finalement. Donc, quoi d'autre? Oui, la plupart des personnes signent en pied de page. Par exemple, on a créé une page, nous, CFE, CGC, Michelin, assez rapidement, au moment du Covid. On a créé une page sur le réseau social entreprise dédiée à la CFE, CGC, Michelin. Au début, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on va nous dire quelque chose? Et puis, il ne s'est rien passé. Et puis, de temps en temps, on le fait quand même, la mailing list. Par contre, on le fait sur des sujets d'information. Jamais, parce que la CFE, CGC chez Michelin, on est très réputé, entre guillemets, pour décoder l'information de l'entreprise. Et donc, quand on prend mais on le fait par mini-liste, de proche en proche. Et puis, on a nos collègues nomades aussi. J'ai vu que pas mal de personnes citaient la difficulté à contacter quand on est multisite. Nous, on a tous nos commerciaux qui sont sur la route, qui sont rattachés Clermont-Ferrand. Et eux, la messagerie, on se permet de l'utiliser depuis un certain temps, alors que c'est des choses interdites. Et il y a une tolérance quand même. D'accord. C'est intéressant de le noter. Ok, d'accord. Et pas une tolérance à géométrie variable? Si, un petit peu. On va dire qu'il y a une qui est favorisée, que ce n'est pas nous, mais comment dire, de temps en temps, il y a des petits rappels à l'ordre. Ok, mais ça reste soft. Donc, on peut mettre un pied dans la porte. Voilà, tu l'étayes bien et on le sait très bien. Oui, on l'a fait et on le fait aussi sur le contenu des messages qu'on envoie. En théorie, on avait droit juste de dire voici nos actualités de la semaine. Si on écrit ça toutes les semaines, les gens ils s'ennuient. Puis ils ne cliquent plus parce qu'ils ne voient plus la différence avec le message de la semaine précédente. Ouais, clair. Alors, Laure, toi, tu es en charge de la communication. Vous mettez le paquet sur le site internet de la CFE CGC Michelin. Vous avez donné les moyens en termes de structure et surtout, c'est pas il est sur la forme, on sent qu'il y a du travail, la structuration, mais surtout, c'est parce qu'il y a des beaux sites syndicaux et ils sont vides. Ou alors, ils reprennent des communiqués nationaux de la conf, etc. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, là, pour le coup, il est structuré et il est alimenté régulièrement. Donc, il y a une réelle stratégie d'information et ce qui vous permet de récupérer des mails
pour que les personnes s'abonnent aux notifications du site. Et donc, ça vous permet de récupérer un certain nombre d'adresses email. Tu ne vas pas nous dire, à la différence de tes petits camarades, eux, ils vont le dire, mais toi, c'est secret défense, surtout à l'approche des élections, de savoir combien vous avez récupéré de mails par le site Internet. Toujours est-il, importance du site Internet. Et tu m'expliquais, on parle d'information, que vous avez... Vous percevez très bien le poids, l'importance de l'information. Et donc, tu m'expliquais l'exemple qui est symptomatique de votre capacité à challenger la direction sur le plan informationnel. C'est-à-dire que tu me rapportais l'exemple d'une négociation où la direction a été quand même capable de sortir la synthèse à l'adresse de l'ensemble des salariés sur un accord. Donc, l'exercice pédagogique de la direction, selon la direction, une synthèse de 37 pages. Donc, et que, a priori, la direction, on vous reconnaît une capacité, et c'est vraiment important, à simplifier sans édulcorer, à vulgariser, à être pédago, et pas faire des synthèses de 37 pages. Oui, et d'ailleurs, c'était plutôt amusant. Alors, c'est l'accord d'adaptation des effectifs qui date de début 2021 et qui courait sur 3 ans. Alors, évidemment, personne ne l'a lu, hein, et même ceux qui ont essayé de lire 37 pages avec des rubriques qui se ressemblaient, personne n'a rien compris. Et nous, on a résumé l'accord sur un double page, assez graphique. D'ailleurs, on a fait une infographie. Et ça, c'est une de nos grandes capacités, ce qui fait qu'on décode beaucoup l'actualité. C'est qu'on essaie toujours de la mettre en schéma pour que les gens comprennent. Je rentre dans tel schéma. Par exemple, pour quelqu'un qui rentrait dans le cas mobilité externe ou pré-retraite ou mobilité interne, sache quoi regarder. Et l'entreprise, elle a sorti 37 pages. C'était vraiment incompréhensible. On fait ça sur tout. Hein. Récemment, il y a eu la simplification de l'épargne salariale, l'accord sur qualité de vie, conditions de travail. Nous, on essaie toujours de se mettre à la place du salarié. Dans quel cas je me situe? Donc, on est réputé pour cette capacité à décoder l'actualité de l'entreprise. Il y a même des managers, d'ailleurs, qui nous disent « Non, mais moi, quand il y a une note qui sort, j'attends l'article de la CFE-CGC. En général, il sort le jour même ou le lendemain et c'est beaucoup plus clair. » Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la Com France m'a appelé suite à cette com de 37 pages en me disant « Mais comment vous avez fait? Parce que tout le monde nous a dit que c'était mieux chez vous. » C'était plutôt rigolo. Bon, c'est très bien, c'est une saine émulation. Et oui, ça nous permet de recueillir des abonnés. Alors, ce qu'on fait, c'est que nos abonnés, nous, on ne gère pas les adresses. Rien n'est stocké sur le site. Donc, et évidemment, c'est tous des sympathisants J'ai vu que la question était sur le chat. C'est tous des sympathisants ou des adhérents. Et en fait, le biais, c'est que les gens, c'est un formulaire de contact et je les reroute vers mon syndicat qui, lui, a tous les moyens RGPD de gérer les listes, abonnements, diffusion, déconnexion. C'est comme ça qu'on a contourné cette problématique parce que c'est vrai que gérer la problématique RGPD, ça rendrait le site plus complexe, plus coûteux. Ok, parfait. Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Les RGPD, d'ailleurs, ça fera l'objet d'un prochain live. Merci à toi, Laure. Il y a une question. Alors, il y a une question il y a un rebond dans la salle d'Olivier Bebin là, sur la branche société d'assurance. Enfin, oui, effectivement, que des organisations syndicales soient force de proposition, là en l'occurrence la CGT, pour faire avancer, faire bouger les lignes sur le dialogue social et les moyens du dialogue social, et que la direction, que la partie patronale qui refuse clairement de rentrer dans cette logique-là. Voilà. Donc, parole à Christophe Louis. Alors, Christophe, donc, toi, tu es délégué syndical central FO chez Astec, donc je répète, une ESN de 3000 salariés, 3500 salariés, dont la moitié en France, 3000 salariés en France, et puis je crois l'autre moitié, plus de 3000 salariés également à l'international. Et vous, c'est intéressant parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises où des directions m'ont accordé le droit d'usage de la messagerie. Je veux l'exemple, par exemple, la Maïf, c'est l'exemple qui me revient en tête, mais vous aussi, vous aviez un accord qui datait, je crois, de 2014, qui vous permettait, et c'est vraiment, là pour le coup, c'était rare dans le secteur des ESN où les directions sont assez rigides sur le sujet, de pouvoir utiliser la messagerie, je crois, à hauteur de 24 mails, avec
avec quand même un certain nombre d'envois collectifs que vous pouviez adresser dans l'année aux salariés. Et ça a été l'accord. L'accord a été dénoncé en 2018 avec une période de transition de 2 ans. Et comme par hasard, c'est bien tombé, mais enfin, la direction n'avait pas. C'est tombé, et donc l'accord est tombé en 2020, en plein confinement, au moment où peut-être, je le rappelle, il y a 90% des salariés sont chez les entreprises utilisatrices, donc clients d'Astec, donc injoignables, aucun accès sur les panneaux, moindre panneau ou quoi que ce soit. Et donc, c'était vraiment le timing, vraiment un très mauvais timing de sucrer un droit comme celui-ci à ce moment-là. Christophe. Bonjour. Donc effectivement, donc pour ceux qui se demandent ce que c'est une ESN, hein, ça s'appelait avant des SS2I, des sociétés de services en ingénierie informatique. C'est la mise à disposition de personnel auprès d'entreprises clientes. Alors on connaît tous des grands groupes style SNCF, Michelin, Alstom, Orange, ça c'est des grandes sociétés qui recourent à cette main-d'œuvre extérieure. Ça peut durer quelques mois à quelques années. Notre entreprise a plusieurs centaines de clients, mais c'est vrai qu'on travaille, comme beaucoup de SN, avec énormément de ce qu'on appelle les grands comptes. Donc effectivement, nous sommes dans un secteur d'activité qui est régi par la convention collective BETIC, Bureau d'études techniques, ingénieurs et cadres, qu'on appelle vulgairement et à tort le Syntec, et ce qui est une erreur parce que le Syntec, c'est le nom du syndicat patronal. C'est tout bénef pour lui. La Hein. convention collective, c'est pas. Et tout à fait, ça lui fait de la pub. Donc notre entreprise compte entre 3000 et 3500 personnes en France sur une quinzaine de sites. 80 à 90% des gens ne travaillent pas dans nos locaux, donc difficulté de les avoir, notamment si on ne peut leur adresser de messages sur leur messagerie professionnelle qui est un point commun. De par la convention collective, les salariés à 98% sont considérés comme des cadres. Ce qui est une bizarrerie, mais ça permet à ce syndicat patronal qui a élaboré cette convention collective de dire aux salariés, ben, vous êtes cadre, vous comptez pas vos heures, enfin, de mélanger plein de sujets, donc d'entraîner de la confusion. On fait aussi beaucoup dans ce secteur d'activité de l'individualisation, où on fait, les employeurs font des solutions individuelles. Toi, on va t'accorder ça, toi, on va pas t'accorder ça. Donc, c'est vrai que la notion de communication syndicale, alors surtout sur des jeunes générations, hein, faut savoir que dans notre entreprise, nous avons des turnovers de 40% et la moyenne d'âge est autour de 30 ans. Donc vous vous rendez bien compte qu'à 40%, énormément de gens ne restent pas dans l'entreprise. Ce sont plus, on dira, des consommateurs. Ils viennent pour une entreprise, pour un projet qui leur plaît ou pour un salaire. Et puis quand ça leur convient plus, bah, ils vont voir ailleurs. Sachant qu'aujourd'hui, enfin depuis quelques années encore plus, les entreprises clientes ont besoin d'informaticiens parce qu'elles ne veulent pas forcément recruter en interne. Donc, voilà, ça alimente le fait que les personnes ne sont que de passage et que nous, en tant qu'organisation syndicale, bah, on rencontre beaucoup de difficultés à communiquer, à les intéresser. Donc pour revenir à ce que disait Rodolphe, notre entreprise bénéficiait d'un accord, élaboré il y a quelques années, avec la direction, qui octroyait des moyens de communication sur la messagerie professionnelle et un accord qui, avait été négocié avec une dotation financière. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que cette dotation financière donnait, quelques milliers d'euros par an aux syndicats représentatifs et un certain nombre de syndicats dont nous faisons partie, ont pu bénéficier de cette manne financière pour, s'équiper en site internet, en, messagerie, externe. Donc voilà, en achat d'un nom de domaine, même si ça représente pas forcément, des investissements, importants.
Ça nous permet aussi cette dotation nous a permis de faire d'imprimer des affiches, enfin de faire tout un tas de choses. L'accord nous permettait allez, on va dire une vingtaine de communications par an sur la messagerie professionnelle. Donc, bon, les salariés, bien entendu, pouvaient choisir de refuser, de ne plus recevoir ces sollicitations, mais ça amenait de l'information dans leur boîte aux lettres. Alors pour éviter le fameux conflit, ou la fameuse phrase qu'utilise souvent la direction: «Il ne faut pas que la communication entrave le fonctionnement de l'entreprise». Cette règle avait été énoncée dans le droit, à l'époque où les réseaux n'étaient pas aussi puissants, si on envoyait beaucoup de choses lourdes, ça pouvait, handicaper les entreprises. Donc aujourd'hui, notre communication ne se bornait à un lien qui est renvoyé vers une communication externe, puisque notre entreprise n'est pas dotée d'intranet et ne souhaite pas créer de site internet en interne ou, on va dire, de messagerie de réseau social interne. Donc ça renvoyait vers un site internet où on communique à la fois, des actualités juridiques, mais aussi des actualités de l'entreprise. Quand, l'entreprise a décidé en 2018, d'annuler notre accord d'entreprise, les négociateurs de l'époque avaient prévu quand même une période de 2 ans, histoire de pouvoir se retourner et comme l'a mentionné Rodolphe, c'est tombé en plein pendant le covid. Donc jusqu'au mois d'avril où l'accord était toujours valable, mais on a quand même réussi à pouvoir communiquer avec un certain nombre de personnes pour les informer d'un certain nombre de droits ou de la situation. Quand, la date fatidique est tombée, on nous a dit: «Maintenant c'est fini, le premier qui envoie un message, il sera sanctionné». Donc déjà ça changeait la donne en termes de fonctionnement et depuis 2018, puisque les périodes, où des accords sont dénoncés, il y a toujours normalement un temps dédié, pour la négociation, bah, ça tourne en boucle et on n'arrive pas à avancer et même les dernières négociations pour le droit syndical, la direction nous a dit: «Bah, on envisage de supprimer tous les panneaux d'affichage et d'en mettre un seul au siège», sachant qu'on a 15 sites et de vous octroyer, allez, un peu plus que ce que prévoit la convention collective qui prévoit 2 communications papier par an. On vous en accorde 4 par an. Donc imaginez-vous, alors là, on parle des retraites, mais il y a eu, quand il y a les problématiques des, négociations salariales ou autres, ou si on veut, on va dire, un peu inciter les salariés à réagir, pourquoi pas à faire grève, s'ils ne sont pas satisfaits. C'est vrai qu'en limitant des communications par trimestre avec, on envoie la com à la direction et celle-ci a un mois pour l'envoyer par courrier, c'est vrai que la réactivité et l'interaction avec les salariés, se retrouvent plutôt assez compliquées. Donc la stratégie qu'on a mis en place, hein, c'est, d'essayer, d'accueillir les salariés quand ils arrivent dans l'entreprise. Donc en tant que représentant du personnel, on a bien sûr accès au registre unique du personnel. Donc ça, c'est un moyen d'information pour savoir quand des personnes arrivent et essayer de leur faire un petit mail de bonjour. Voilà, on est représentant du personnel, s'il y a besoin, ou sachez que on est là, voilà, on vous souhaite la bienvenue. Voilà, le but, c'est de pas te forcer avec une génération de gens pour qui les syndicats, c'était des choses passéistes, hein, et qui ont du mal à interagir avec eux et qui préfèrent souvent voir avec leur manager pour gérer des problèmes. Souvent, certains s'en mordent les doigts parce que ça n'en résout pas le souci. Donc, en soi, on a mis en place, nous, sur notre site internet, un formulaire d'abonnement et on incite les gens à s'abonner pour recevoir de la communication plus facilement et plus régulièrement. Donc voilà, on a aussi, en termes de moyens de communication, déployé, un compte sur LinkedIn, ce qui nous permet là aussi d'accrocher d'autres personnes. Donc voilà, c'est les différentes stratégies de communication que l'on met en œuvre. On essaye aussi sur les sites, sur les principaux sites de faire du tractage papier, enfin de l'impression de nos communications et de la distribuer en main propre. Là aussi, on nous a dit, il y a des règles, hein, ça ne peut être que pendant les plages, libres et pas pendant les horaires de travail que vous pouvez le faire. Donc on s'adapte en fonction d'une direction qui souvent est très inflexible.
Lorsqu'on se déplace aussi sur des sites, quand on fait des visites trimestrielles dans le cadre des missions santé, sécurité et conditions de travail en termes de stratégie, on fait de la diffusion ou de la discussion. Donc voilà, tout ça pour essayer de relier, de tisser un lien avec des salariés. Compte tenu de, on va dire de la fin de l'accord, on a essayé à travers différentes négociations, donc une négociation sur la mobilité durable, d'inciter la direction à inclure des clauses pour pouvoir faire, de la communication auprès des salariés pour, les syndicats signataires. C'était pour nous un moyen, dans le cadre des accords, de contourner un peu le blocage, que l'employeur, avait mis en place. Donc on a prévu ça dans un des accords qu'on a signé, parce que tous les OS représentatifs étaient plutôt d'accord avec ce principe, de signer l'accord en question. Et puis, il s'est avéré qu'un des syndicats internes à l'entreprise, qui n'est pas un syndicat connu, hein, s'est offusqué qu'on n'autorise pas les autres syndicats à pouvoir communiquer, ceux qui ne sont pas représentatifs, qui se sont opposés à cet accord et qui ont essayé de dénoncer en justice cet accord parce qu'ils considéraient que ça empêchait les autres de communiquer. L'objet pour nous, qui avait été initiateur de cette clause, c'était, à chaque fois qu'on pouvait signer un accord, de redonner de la visibilité puisqu'en interne, la direction nous empêchait de le faire. Non, non, mais c'est Je sais intéressant. pas, Rodolphe? Non, mais très bien. Non, mais c'est intéressant et est-ce que vous allez remettre le couvert sur le côté associé à une négociation, la capacité des syndicats et peut-être voire même les non-signataires, où ça sera niette, de pouvoir communiquer, faire le service après-vente de pourquoi on a signé ou pourquoi on n'a pas signé, ou alors vous, quand vous avez signé, mais vous avez aussi eu l'occasion de dire aux salariés les points que vous n'avez pas obtenus, si je me trompe pas. Ah ben tout à fait. L'objectif, c'était à la fois de dire, ben voilà, ces choses-là qui ont été obtenues, qui sont nouvelles pour vous. Par contre, nous, on a aussi fait ces revendications-là et sur lesquelles on n'a pas obtenu gain de cause. C'était une manière d'informer, donc voilà, on essaye d'adapter nos stratégies, de communication en fonction du moment. Alors c'est vrai qu'actuellement, avec, la réforme des retraites où les syndicats sont revenus un peu plus en avant, c'est vrai qu'on a plus de salariés qui s'intéressent, aux syndicats aujourd'hui et qui hésitent pas à nous questionner ou qui sont, plus à l'écoute ou qui ont plus envie de lire ce que communiquent les syndicats. Donc, c'est une période qui est peut-être un peu plus favorable, donc, peut-être qu'on n'inclura pas à nouveau ce genre, de choses. Mais voilà, on s'adapte en fonction du moment, en fonction de l'actualité. On essaye de trouver des moyens pour, toucher nos collègues et leur avoir, de l'information. Heu Parfait. donc le droit syndical, on n'arrive pas à négocier. Fonctionnement CSE, la communication du CSE. Alors là Alors ça, non, aussi, non, on est alors là, je me permets d'intervenir pardon, parce qu'on va y revenir, parce que là, déjà, le temps pardon, tourne et je veux vraiment pas qu'on se fasse pardon. déborder et je veux qu'on puisse Pas aborder de l'ensemble souci. des sujets. Excuse-moi, Christophe, hein, mais tu auras l'occasion de parler du CSE et ça, garde ça en magasin. Je me permets de passer la parole à Pierry, qui a été patient. Euh, Pas de souci. et tu vas pouvoir y revenir, il n'y a pas de problème, Christophe. Merci à toi. Pierry, donc, Oui, toi, tu es délégué central UNSA, c'est ça. pas CFE, UNSA pour, chez IBM. Et tu es un acteur historique parce que je pense que dans la salle et parmi même enfin, dans les intervenantes et intervenants et dans la salle, le blog de l'UNSA IBM, il a 15 ans, c'est ça? Donc, c'est un. Il aura 20 ans cette année. Non, 20 ans. Oh Oui. là, bravo. Donc, c'est un blog historique parce qu'il y a tellement bravo de l'avoir maintenu, de l'avoir fait évoluer, de l'avoir fait vivre, d'avoir continué à le faire vivre. Et donc, comment ça se passe chez IBM? Donc, vous avez le site internet qui est vraiment une priorité pour vous. Vous avez, dans le cadre de l'accord de droit syndical, la possibilité d'avoir un espace sur l'intranet, un espace syndical. Oui, Et tout à fait. ce que tu disais, c'est que bon, la priorité, c'était clairement le site internet parce que alimenter les deux, c'était rébarbatif, c'était fatigant et que la priorité pour vous, c'était le site internet et la récupération
de mail, parce que quoi qu'on en dise, on parle de réseau social, etc., mais la messagerie, au-delà du côté saturation, tout ce qu'on veut, etc., ça reste un des outils les plus performants pour toucher les salariés et entamer des interactions. Oui, effectivement. D'ailleurs, par rapport à ce que tu disais au début, le site a 20 ans, mais l'UNSA IBM a 20 ans aussi. C'est-à-dire que quand on a créé l'UNSA IBM pour des raisons qui nous sont propres et on est d'autres syndicats, la première chose qu'on a fait, c'est le blog à l'extérieur parce que c'était un moyen de communiquer quand on est non représentatif à l'époque et quand on était avant les lois qui permettent la représentativité par les élections, c'était hyper compliqué. Et il fallait se faire connaître très vite. Et se faire connaître très vite, le moyen le plus simple, c'était de faire un blog à l'extérieur avec toutes les précautions qu'il faut prendre quand on est dans le monde public. On n'écrit pas n'importe quoi. On se restreint à mettre des choses qui concernent, qui sont publiques en fait. S'il y a un plan social, on peut redonner les informations qu'on trouve dans la presse. Le nombre de salariés concernés, quelques informations comme ça. On ne va pas mettre le livre 2 sur le blog. Donc, on a commencé comme ça. Et effectivement, depuis 2018, on a dans l'ancien accord du droit syndical qui a été revu en 2021, la possibilité d'avoir des espaces dédiés chaque syndicat sur l'intranet. Et bon, j'ai encore été vérifié ce matin, aussi bien les collègues que nous-mêmes. C'est pas la priorité parce que chacun en fait renvoie sur les blogs publics ou met peu de choses dessus. Je pense qu'il y a déjà une crainte peut-être des salariés de se faire sniffer quand ils vont sur ces blogs publics. Par contre, ça a un gros intérêt, c'est que quand on a, enfin sur ces blogs privés, ça a un gros intérêt, c'est quand on a un web public, et on peut renvoyer par des liens sur l'espace dédié et les gens il n'y a que les gens d'IBM qui peuvent y aller puisqu'ils passent à travers l'intranet. Donc, ça nous permet de mettre de l'information plus confidentielle à disposition. Ensuite, le blog, c'est vrai que c'est un moyen de communication pratique pour les salariés, mais pas que, parce que chez IBM, il se passe toujours quelque chose tous les ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on a un plan social par an, il y a des rachats d'entreprises, des fusions, des intégrations. Et c'est des choses qui intéressent les journalistes, et les journalistes s'alimentent aussi à partir des blogs. Il m'est arrivé de voir des articles où on était cités dans la presse uniquement parce qu'on avait un article dans le blog qui avait été repris. Et c'est aussi un moyen de visibilité parce que quand on parle de vous dans la presse, les salariés sont très intéressés. Que dire d'autre Je confirme que les sites internet des syndicats sont des mines. Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est aussi de la collecte d'adresses mail. Bon, à partir du blog, on peut s'inscrire pour recevoir les actualités et les mises à jour du blog. L'espace intranet, à partir du moment où la direction s'était engagée, elle ne le fait pas d'ailleurs, à faire un mail tous les trimestres pour rappeler son existence. Si on n'écrit pas aux gens ou on ne leur dit pas que l'information a changé, mais ils ne vont pas naturellement aller tous les jours, tous les matins sur l'espace dédié. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une communication qui soit peut-être aussi traditionnellement par mail, quand on met un article, donc on a créé des listes de gens qui bien évidemment pas à leur insu, hein, c'est des gens qui nous ont demandé d'être sur les listes. On a déjà la liste évidente des adhérents. Ensuite, on a une liste des sympathisants et on communique à tous ces gens-là, soit parce qu'on a fait une mise à jour du blog, soit parce qu'on leur envoie des comptes rendus de CSE, de CSE Central, de CSSCT, d'informations qu'on ne met pas forcément tout sur le blog. Et ces listes-là, ça sert à écrire à beaucoup de gens. On a à peu près 500 personnes entre les adhérents et les sympathisants qui reçoivent notre information. Ces personnes-là nous donnent soit leur adresse mail privée, soit leur adresse mail IBM. C'est eux qui choisissent en fait. Question RGPD, on fait toujours bien attention d'écrire à chaque fois qu'on envoie un mail que si la personne veut se désinscrire, elle peut le faire en nous écrivant et qu'on la désinscrit immédiatement. Donc, voilà. Thierry,
Pierry, Oui. est-ce que je me permets de rebondir là sur la messagerie? Donc, Niet, comme chez Michelin et comme c'est désormais le cas depuis 2 ans chez Aztec. Pour autant, est-ce que vous vous accordez des marges de manœuvre tacites pour l'utilisation de la messagerie ou non? Bon, oui et non, mais déjà on écrit à partir d'une adresse mail extérieure. Enfin, on a l'adresse mail UNSA-IBM @gmail.com. Bon, ben, à partir de cette adresse-là, on peut écrire à des listes internes. À partir du moment où le mail ne part pas de l'entreprise, c'est déjà beaucoup plus difficile pour l'entreprise de venir râler là-dessus. De même, on écrit, on essaye quand même de ne pas écrire à des gens comme ça sans qu'ils nous le demandent. C'est assez clair parce que il y a déjà beaucoup de mails, il y a beaucoup de. Mais bon, quand on envoie un compte rendu de CSE à 500 personnes, après ça diffuse. Les adhérents renvoient à leurs copains autour d'eux, donc l'information circule derrière. On la maîtrise pas forcément, mais ça circule. Non, parce que sinon, l'accord de droit syndical, effectivement, il nous donne aucun moyen, quoi. Il est simple, c'est les moyens de communication de l'entreprise sont réservés à un usage strictement professionnel et par dérogation, on a le droit de communiquer entre organisations syndicales, entre membres élus. Ouais. Donc ça a de l'intérêt, mais ça ne serait pas écrit, on le ferait quand même. Donc. Alors, Pierry, il y a un point qui est intéressant aussi avec vous, c'est que vous êtes le syndicat Majo. Retail. Oui. Précision utile parce que donc tu es secrétaire du CSE et à ce niveau-là, tu as négocié opportunément avec la direction une convention qui te permet, enfin en tant que CSE, d'adresser un éditorial tous les mois à l'ensemble, cette fois par la liste de diffusion, si je ne me trompe pas, à l'ensemble des salariés, 3000 salariés d'IBM, pour faire le point sur l'information au niveau des activités sociales et culturelles du CSE, ou un édito. Et cet édito est signé par toi, avec ta photo, au nom des élus. Et que certains syndicats, c'est clairement une visibilité pour toi, toute gagnante pour le syndicat que tu représentes. Comment c'est perçu ça? C'est vraiment c'est un élément qui est loin d'être neutre, non? On est d'accord? Oui, mais petite précision, je suis secrétaire pas du CSE central. Hein. Chez IBM, il y a 2 CSE et un CSE central. Je suis secrétaire du plus grand CSE, qui est le CSE Néo-PB, c'est Nord, Est, Outre-mer, Paris-Banlieue. Donc ça représente à peu près 2500 personnes. Et il y a le deuxième CSE Centre-Sud, là, qui est tenu par un secrétaire CFDT, qui représente à peu près 1 millier de personnes. Alors bien évidemment, cet accord, il n'est pas que pour moi, pour le CSE, il est pour les 2 CSE en fait. Et pour le CSE central, il est utilisé par les. Enfin, moi, je l'utilise et effectivement, c'est un petit peu la lettre du maire. Bon, cette convention qui est signée, on ne peut communiquer que sur les ASC. Mais à partir du moment où les gens sont loin, effectivement, bon, il y a un éditorial. On essaye de mettre un petit peu de temps en temps un petit coup de patte sans aller trop loin pour pas. Mais les gens étant dispersés chez IBM, avant le Covid, il y avait 30 personnes des gens qui étaient sur site et après le Covid, maintenant, il y a 15%. Donc, les gens sont aussi férus de savoir à quoi s'inscrire dans les activités sociales ou professionnelles. Mais c'est vrai que ça donne une visibilité immense. D'avoir tous les mois un courrier du CSE avec la photo du secrétaire et la signature du secrétaire, c'est la lettre du maire, en fait. Mais par ailleurs, dans l'éditorial, c'est vos élus ont voté, vos élus ont décidé, vos élus vous souhaitent de bonnes vacances. Il n'y a pas plus que vos élus. Il n'y a pas de tirage de couverture, je dirais, syndical dedans. Mais la notoriété, c'est clair que les gens, les salariés, ou ils connaissent quelqu'un et ils vont voter pour cette personne, ou ils connaissent un sigle syndical et ils vont voter pour le sigle. Ouais. Donc, c'est quand même un avantage concurrentiel. Tout à fait. Parfait. Parfait. Merci. Merci Pierry. Et tu vas reprendre la main ensuite. Alors, je veux vraiment pas. Si vous avez des rebonds, n'hésitez pas. Mais moi, une petite transition. Alors, il y avait une question de
Véronique Fèvre, je crois, qui me posait la question, est-ce qu'on a une liste j'ai répondu dans le chat, mais non, on n'a pas une liste des accords de moyens syndicaux qui permettent aux syndicats d'utiliser la messagerie, l'espace syndical sur l'intranet, ça, c'est assez courant. D'ailleurs, il est plus ou moins caché, enfin, faut le chercher, enfin bref, il n'est pas le plus visible. Mais pour autant, sur la messagerie, il n'y a pas une liste exhaustive. Nous, on ne l'a pas fait. Et par contre, c'est un travail qui va être fait. Enfin, exhaustif, non, mais en tout cas, de mettre en avant vraiment les entreprises où ça avance le plus. Ça, c'est clairement dans les tuyaux du côté de Miroir Social. Donc, par contre, je disais, l'UNSA, par exemple, là, j'en suis sûr, l'UNSA Maïf, c'était en 2020, je crois, ou avant même, ils ont un accord qui permet qui est parmi les plus avancés, qui permet l'utilisation de la messagerie pour les syndicats, l'utilisation d'intranet classique, mais également le réseau social qui s'appelle Maya, etc. Donc ça, je vous invite à regarder sur Légifrance l'accord de la Maïf. Et un petit point de rebond sur la messagerie et le côté mise pied dans la porte, c'est que nous, sur Miroir Social, on a traité un sujet qui concernait la CGT du côté d'un organisme de formation qui s'appelle le CESI. En plein confinement, la direction, les élus CGT ont considéré qu'il était de leur droit et de leur mission d'utiliser la messagerie collective, la liste de diffusion, pour informer l'ensemble des salariés, des professeurs qui étaient, donc la formation continue, qui étaient dispersés, etc. Il n'y avait plus de panneau d'affichage, ça ne voulait plus rien dire, et donc c'était leur devoir de le faire. Alors, ils se sont fait rentrer dedans par la direction, avec des sanctions, notamment pour la CGT, et pas pour la CFDT. Je l'expliquerai vite fait pourquoi. Mais donc, sanctions, avertissements qui sont contestés en justice. Et là, la direction a avancé l'argument que c'était, je vais reprendre les termes, excusez-moi, vite fait, parce que c'est quand même important, la notion de ligne rouge qui avait été franchie, parce que le message adressé, le mail, incitait à la division et non au rassemblement. Parce que là, on n'est pas sur une question de surcharge du réseau, c'est terminé cette histoire-là. Là, l'histoire, on est vraiment sur l'éditorial, sur la ligne éditoriale, dans quelle mesure elle est jugée polémique ou contre-productive par la direction, et donc la squeeze. Voilà. Je reprends le terme de la direction quand même, c'est quand même important. Le sujet était à polémique et c'est un appel à la responsabilité de chacun dans un souci commun de bonne gestion de l'entreprise. Voilà. Et c'était par rapport à des histoires de congés payés dans le cadre du confinement, et la CGT avait mis en avant le truc. Donc, et ils ont mis un pied dans la porte, clairement, parce qu'il fallait le faire. Et message important, si vous voulez le faire, ils sont aussi bordés, c'est important juridiquement, c'est-à-dire qu'avant de le faire, ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Ils ont informé en séance, en CSE, qu'ils allaient le faire, juste en amont. Quelques heures avant, ils ont dit telle personne va publier en messagerie, en liste de diffusion, un message à la sortie du CSE. Donc, il y avait une information préalable actée en CSE. Et ça, c'est pas neutre pour se border. Pierry, on passe sur la deuxième séquence. Oui, quelqu'un. Alors, excusez-moi, c'est un Larsen. On passe sur la deuxième séquence sur la notion de, on va prendre un peu de distance par rapport à la messagerie, et on va parler de l'accord et la notion de réseaux sociaux internes et d'usage de visio et des choses qu'on ne trouve pas dans les accords, très peu. Pierry, tu vas garder la main. Vous, le réseau interne, en fait, donc il y a l'intranet et il y a l'équivalent d'un réseau social interne. Et vous, c'est Slack. C'est oui. Slack. Et donc, comment tu vois l'articulation entre le blog externe où tu mets la priorité, la capacité à utiliser la messagerie en individuel, la messagerie pro, et Slack? Comment tu vois un peu cette interaction? Parce que tu me disais qu'il y avait vraiment un lien entre les trois et que les trois se complétaient. Le Slack, déjà, il n'y a pas très très longtemps qu'on l'utilise, et effectivement, il n'apparaît nulle part dans les accords. C'est un patchwork de beaucoup de choses. On peut y faire de la discussion individuelle, on peut y faire de la visioconférence, on peut y faire des canaux où on s'abonne et où il peut y avoir des centaines, voire des milliers de personnes abonnées. Donc, il faut naviguer avec tout ça.
Et il y a déjà aussi des canaux que crée la direction. Je vais prendre un exemple. On a changé avec la nouvelle convention de la métallurgie qui commençait à s'appliquer sur la mutuelle et la prévoyance au 1er janvier 2023. Donc, il y a eu un appel d'offres de lancer sur la mutuelle et la prévoyance et la direction avait lancé un canal à l'ensemble des salariés pour pouvoir que chacun puisse exprimer, poser des questions sur cette nouvelle mutuelle et cette nouvelle prévoyance. Donc, tout IBMer peut intervenir ou poser des questions dans ce Slack. Donc, le jeu, et il n'y a pas que l'UNSA qui le fait, on le fait tous, c'est soit de poser des questions pertinentes, soit de répondre à des questions posées, mais à part que l'on ne peut répondre qu'en tant que son nom propre et pas en tant qu'organisation ou élu, ce qui n'empêche pas d'avoir sur sa photo sur le Slack ou ses coordonnées, c'est la mention qu'on est syndiqué ou qu'on est. Donc, ça permet d'intervenir aussi et de répondre à des questions qui sont lues par tout le monde, en fait, ou par énormément de gens, et ça dépend des sujets. Mais si les sujets sont d'importance, effectivement, il y a du monde qui les regarde. Et il y a une émulation entre vous, hein. Ah oui, tout à fait, oui. Et il y a ça, il y a aussi la télé interne. Tous les mois, il y a une espèce de télé interne où il y a des reportages sur des contrats, sur des services, sur des équipes, avec la présidente qui est là. Et le chat est ouvert comme aujourd'hui dans cette visio. Donc, chacun y va de ses commentaires, de ses interrogations, de ses réactions. Là, c'est toujours pareil, c'est toujours avec le nom, mais les gens arrivent à faire aussi quand même des liaisons entre le nom et l'appartenance syndicale. Tu ne signes pas comme Laure avec la casquette UNSA. C'est dans le pédigré, donc c'est écrit Pierre Hippochet, mais si la personne clique sur Pierre Hippochet, elle voit délégué syndical UNSA, si elle veut savoir plus avant qui je suis, quoi. Et le Slack permet aussi de toucher des salariés qui ne vont pas forcément sur le blog. Donc, c'est pas la même population. Et donc, on utilise le Slack là pour aller vers les salariés, mais aussi entre organisations syndicales. Il y a une grande utilisation qui est faite, mais je pense que beaucoup doivent faire la même chose. C'est quand on a une organisation en distanciel, enfin une réunion en distanciel, qu'elle soit CSE, qu'elle soit négociation syndicale. Tous les UNSA qui sont dans le CSE sont dans un canal Slack, c'est-à-dire qu'on parle au premier étage, mais on discute au sous-sol pour se mettre d'accord entre nous, pour monter une motion, une déclaration. Donc entre nous, à partir de cet outil. Et là, on est dans le e-dialogue social. Oui, tout à fait. Okay. Mais bon, et on peut aussi faire, parce qu'on peut faire des canaux éphémères, on peut se retrouver à 8, 10, 12 pour juste une discussion sur un sujet particulier. Et là, on le fait aussi avec des salariés qui ont un problème ponctuel. On voit par exemple, on a intégré une société qui s'appelle Softlayer il y a 15 mois, donc les accords de transition tombent. Cette société, c'est des gens qui gèrent des serveurs, donc ils travaillent en 3/8 H24. C'est quand même très particulier chez nous. Bon, il va y avoir une négociation en cours pour les intégrer complètement. Là. Après cette période de transition, il nous arrive de dialoguer avec ces gens-là à 5, 6, 7 pour leur demander ceux qu'ils veulent dans les négociations, parce que leur métier est tellement particulier qu'il faut qu'on les touche comme ça. Donc, ça fait aussi des groupes de discussion avec des salariés qui seront complètement organisés sans accord, sans que ce soit écrit nulle part, en fait. Exactement. Et là, c'est pour ça qu'on avance en marchant et qu'il faut vraiment y aller, quoi. Vous y allez. Oui, tout à fait. Dernier petit point très rapidement, parce que le temps court. Alors, c'est pour celles qui peuvent dans la salle, hein, j'ai rajouté, on va aller je vous propose d'aller parce qu'il y a quand même encore pas mal de choses à dire et ça serait dommage d'arrêter bêtement à 30 alors qu'on a quand même… donc, je vous propose de rajouter 10 minutes et qu'on aille jusqu'à 40, 10h40 pour celles et ceux qui peuvent. Donc, je vous préviens d'ores et déjà. Voilà. Thierry, il y a une question dans la partie question quand même sur ce que tu as dit sur ça veut dire quoi de poster un message avec une adresse perso externe de l'externe via des mails pro.
Je te laisse y répondre peut-être si tu veux répondre par écrit dans la partie question, mais et je te lance sur un point, c'est que également vous avez à l'externe, vous organisez régulièrement des visios syndicales, UNSA ou alors intersyndicales avec les salariés, et ça fonctionne plutôt bien. Bon, c'est l'Assemblée générale, c'est la e-Assemblée générale en fait. Hein. Donc oui, ça fonctionne en fonction des événements. Il peut très bien ne pas y en avoir pendant un bon bout de temps, puis il y a un plan social qui arrive ou un événement assez important où on peut faire des Zooms ou des Slack, enfin des Zooms ou nous on est sur, bon peu importe, Teams, Zoom, on peut faire des assemblées générales comme ça. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est un peu ça. Hein, et donc on peut avoir jusqu'à 200-300 personnes. C'est Webex, c'est ça. Donc, là, on va en organiser une bientôt sur les salaires. Bon, chaque organisation syndicale prendra la parole et viendra qui veut. Et ça se passera en extérieur sur abonnement. Super. Merci à toi, Pierry. Laure. Alors, Laure, Jean-Pierre, quand tu veux intervenir, quand tu veux, hein, n'hésite pas. Hein. Laure, donc vous, c'est Yammer, c'est pas Slack. C'est le réseau social interne, c'est Yammer, c'est l'outil de Microsoft qui a été racheté par Microsoft maintenant il y a quelques années. Hors accord, bien sûr, parce qu'à l'époque de l'accord, Yammer, il y a le réseau social, les réseaux sociaux internes, on en parlait beaucoup moins. Alors, c'est quoi la pratique ? Là, la différence de ce que expliquait Pierry, vous avez la possibilité de créer des groupes sur Yammer, CFE, CGC, ou alors c'est que simplement à titre perso vous vous engagez. Si tu peux nous expliquer ça. On a créé une page Yammer qui s'appelle CFE CGC Michelin, sur laquelle les gens, c'est pas la reproduction de notre fil d'actualité web, puisqu'on ne pousse pas tout sur le Yammer. On fait attention quand même, puisqu'on est bien à l'intérieur de l'entreprise. Donc, évidemment, le ton va être un petit peu différent. On va plus pousser de l'info de temps en temps. Mais par contre, on est allé jusqu'à quand même relayer les appels à la mobilisation pour la réforme des retraites sur le Yammer. Et personne nous a rien dit. Alors qu'en général, on faisait plutôt attention à rester sur de l'info. Évidemment, ça oblige à créer une version courte de l'info, parce que les gens sur les réseaux, enfin, c'est le même fonctionnement qu'un réseau social, Facebook, LinkedIn. Nous, on a une stratégie également réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, ça présente quand même un gros inconvénient, c'est que les gens n'osent pas trop se mettre en visibilité. Donc, déjà, pour suivre la page CFE, CGC, Michelin, Yammer, il faut s'abonner. C'est quand même plus simple. Il y a des gens qui la visitent sans s'abonner, mais ça demande une démarche. Et chez Michelin, la difficulté qu'on a, c'est quand même la multiplication des communautés Yammer. Il y en a plus de 200, ce qui fait que les personnes, même y compris celles qui s'abonnent, finalement visitent assez peu. Mais ça reste un média qui fonctionne très bien dans les usines. On t'entend pas, Rodolphe? Oui, je parlais tout seul. Donc, les gens, le frein, tu notais, effectivement, c'est intéressant de noter, c'est sur le site internet que tu pilotes, il y a vraiment la possibilité de liker. Tu disais que vous avez investi, votre site, il est quand même bien structuré, bravo à vous. Donc, vous avez la possibilité de liker sur le site internet vos billets, pareil que sur le Yammer, et sauf que sur le même niveau d'information, tu vas avoir beaucoup plus de likes sur un billet public où les gens n'ont pas peur de se faire, je reprends l'expression de Pierry, de se faire sniffer, que sur le Yammer où tu as beaucoup moins de likes sur les publications CFE-CGC, on est d'accord, hein? Évidemment, puisque sur Yammer, l'entreprise voit qui like. Mais après, il y a quand même des gens à des moments bien précis qui réagissent. Par exemple, tout à l'heure, je crois que c'est Pierry qui parlait des salaires. C'est toujours un moment où là, les gens sortent un peu plus quand même de leurs réserves. Mais oui, il y a une vraie réserve, y compris sur LinkedIn, puisque comme tout le monde est ami avec tout le monde. Donc, il faut voir ça comme des stratégies, des petits pas. Ce n'est pas tout à fait le même message. Ouais, super. Laure, alors toi, toujours
pied dans la porte, ou alors découvrir, enfin, avancer en marchant, c'est-à-dire que toi, tu organises des réunions, des visios, CFE, CGC, avec l'outil interne, avec l'outil interne, sur des plages horaires, voilà, pour aller à la rencontre de vos sympathisants, adhérents, et tu l'organises avec l'outil interne. Tu n'as pas demandé l'autorisation, on n'a pas non plus, la direction n'est pas revenue vers toi en disant « Ah, catastrophe, c'est interdit par la Convention de Genève. » Donc, quel est l'usage que tu en fais, et surtout de l'anonymat, parce que c'est important là encore. Après, je pense que nous, on a la chance quand même d'avoir un public, une cible qui n'est pas dans l'opposition. Donc, il n'y a jamais eu de débordement. Moi, je sais qu'un syndicat, parce que l'entreprise consulte y compris nos pages externes, hein. Nos Facebook externes sont consultés également. Il y a un salarié qui avait eu des propos, c'est pas chez nous, c'est dans une autre organisation syndicale. Il avait eu des propos contre son équipe de direction. Ils ont remonté, hein, ils ont réussi à identifier qui c'était. Donc, nous, on n'a pas trop de soucis avec notre cible, globalement, mais on est catégoriel, hein, ça, vous le savez tous. La CFE-CGC s'adresse aux collaborateurs et cadres. Mais non, on n'a pas demandé l'avis. Alors, à chaque fois, la thématique, on prend quand même une thématique qui est le décodage d'un accord. Alors, les négociations, on ne l'a pas encore trop testé, mais c'est une bonne idée, pourquoi pas essayer. Et effectivement, nous, on a pris le droit. Par contre, on anonymise, on organise des visios en protégeant les gens. Et là, ils viennent. On a des participants, on est monté jusqu'à 80. Après, il y a des sujets plus durs que d'autres à animer. Parfait, Laure. Merci à toi. En terminant cette séquence, je voulais simplement préciser, par exemple, il y a un accord chez AG2R La Mondiale qui m'avait été rapporté par la CFDT. Il y a un accord qui est récent, là pour information, qui permet, par exemple, qui autorise les organisations syndicales, chaque salarié a le droit à 4 heures d'information syndicale sur son temps de travail par an. Donc, les syndicats ont la possibilité d'organiser des visios avec l'outil maison sur le temps de travail. L'heure d'information syndicale historique, hein, sauf qui était de moins en moins d'ailleurs utilisée parce que les salariés, pour se bouger, là, en visio, ça marche bien davantage. Et là, 4 heures par an. Un autre point sur la nomination, simplement pour contextualiser par rapport à nous, ce qu'on traite sur Miroir Social, des syndicats qui nous rapportent que la nomination aussi, ça pose un problème sur Facebook. Les gens qui ont peur de se faire griller également sur Facebook avec leur prénom et leur nom, et donc qui développent des stratégies, par exemple avec Discord, avec un niveau en dessous, un peu à la Slack, où là, l'anonymat est complètement, pour rentrer sur un groupe Discord, il y a une anonymisation qui est vraiment affichée. Et dernier point pour contextualiser, sur l'usage par les syndicats des réseaux sociaux internes, j'ai l'exemple de chez Total Energy, où c'est intéressant de voir les syndicats qui se tirent la bourre sur la homepage du Yammer, c'est un Yammer aussi, et c'est la course de l'ego entre qui a le plus de membres, bien entendu. Et je sais par exemple que l'UNSA Total Energy était il y a maintenant 1 an la huitième communauté dans le groupe, la première OS. Et dans leur groupe, c'était intéressant, ils avaient lancé un sujet, ils avaient commenté une décision de justice de Total Energy qui toquait Total Energy. Et un des cadres de Total Energy qui était présent dans ce groupe, c'est UNSA, excusez-moi, a critiqué l'expression UNSA sur la condamnation de Total Energy. Et le cadre en question a été banni par l'administrateur Yammer UNSA Total Energy, qui a dit écoute, on est dans notre droit, et donc il l'a sorti du groupe. Je trouve ça intéressant de voir dans le système interne un cadre qui se fait dégager par un syndicat. Je trouve ça assez rigolo. Voilà. Et donc, on continue avec la place du CSE. Ça, c'est Christophe, je vais te redonner la parole, parce que l'information sociale, elle peut aussi, on l'a un peu vu, elle vient aussi des CSE, les syndicats ont leur place, le CSE aussi, et elle n'est pas circonscrite aux activités sociales et culturelles. À toi, Christophe. Oui, donc toujours. Rapidement, par contre, parce que le temps tourne. Hein. Oui, 3 minutes, j'ai vu. On va pas dépasser ça. Donc, notre direction, alors,
normalement, les CSE défendent l'intérêt des salariés et doivent pouvoir leur apporter de l'information. Notre direction nous a dit: «Moi, je vous accorde 2 moyens de communication du CSE vers les salariés. Tout ce qui concerne, le comité des fêtes», enfin bon, les ASC, j'appelle ça du comité des fêtes, hein, sans problème, vous pouvez inonder les gens, il n'y a pas de souci. Tout ce qui concerne le fonctionnement du CSE et des réunions, on vous autorise à envoyer des mails, mais heu, pas de reprise de motion, de résolution, vous incluez pas les PV, vous renvoyez sur le site internet du CSE qui contient toute l'information. S'il s'avère qu'il y a débordement, on bloquera tous les messages du CSE. Donc voilà, on est en grande difficulté. Il n'y a pas d'accord de fonctionnement CSE qui était du même acabit que celui dont disposaient les organisations syndicales avec une vingtaine de communications par an. Enfin, c'était un accord qui datait du temps de CE, DP, CHSCT, où l'ensemble de ces instances avaient la possibilité d'envoyer des mails concernant leurs thématiques dédiées aux salariés sur la messagerie professionnelle sans limite. Suite à la dénonciation des accords, aujourd'hui, c'est la direction a menacé. Donc, vu que nos relations sont en temps de scie, on ne s'est pas, on va dire, appesanti là-dessus, mais le sujet reviendra. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile d'apporter de l'information et de défendre l'intérêt des salariés, qui est l'un des principes aussi des rôles du CSE, dans le cadre de notre entreprise. Et voilà, aujourd'hui, on fait des PV du CSE en intégraux, donc c'est 90 pages à chaque fois. Donc c'est vrai qu'en termes de communication, les salariés très peu se lancent dans la lecture. Faire quelque chose de synthétique, on a décidé nous de publier les résolutions sur notre site internet. Est-ce que les salariés consultent? Assez peu. Donc voilà, il va falloir trouver un autre moyen pour intéresser dans un format plutôt réduit les salariés aux principaux sujets traités dans la réunion des CSE. Merci à toi. Bah justement, Laure, elle va avoir un petit exemple à nous partager sur ce format, sur les CSE, parce que le compte-rendu, même synthétique, il faut se le farcir quand même, et qu'il y a un format à inventer, enfin, un format qui ne soit pas embêtant, qui soit agréable, qui soit intéressant, et que là, encore, a priori, c'est quelque chose qui est arrivé à l'été 2022, ça a été proposé par la direction. Oui, alors c'est arrivé en format numérique à l'été 2022, puisque par le passé, avant le Covid, via notre magazine papier du CSE, alors il y a des moyens au CSE Michelin, donc on a un magazine papier, on démarrait toujours le magazine par 2-3 pages avec une synthèse de ce qui s'était dit en CSE. Alors évidemment, on ne peut pas tout mettre, on prenait les sujets les plus importants. Donc l'entreprise a voulu raviver, et évidemment ça s'est perdu pendant le Covid, puisque le magazine papier n'était plus diffusé, enfin était beaucoup moins diffusé. Donc l'entreprise a souhaité ranimer cette pratique via un compte rendu. Alors ça reste quand même du flux où c'est le client qui va chercher l'info. Michelin ne veut toujours pas diffuser ça sur les messageries, donc c'est abrité sur la page intranet dédiée au dialogue social. Donc il n'y a que les salariés vraiment intéressés qui vont chercher ce compte rendu. Par contre, ce qui est vertueux, c'est qu'il est co-construit. On a notre mot à dire. Au début, il nous faisait un truc très édulcoré en disant il y a un changement d'organisation, l'entreprise a proposé tel et tel accompagnement. Et il y avait un truc succinct du genre les élus ont voté contre. Et ça, moi, je leur ai dit, ça n'a aucune valeur. Ce qui est important, c'est que les gens perçoivent quels sont les risques qu'on a soulevés, les recommandations qu'on a émises, puisque si ensuite un des risques se transforme en réalité, on peut revenir à ça en disant nous, les élus, on avait alerté. Et ça permet ensuite d'enclencher plus rapidement des plans d'action. Alors, l'entreprise, d'ailleurs, a quand même beaucoup progressé sur l'écoute des plans d'action. Je pense que c'est notre accord d'adaptation des effectifs de 2021. Alors, la première année, ça a été balbutiant, mais on a fait de gros progrès sur la prise en compte des recommandations des élus. Et ça se voit aussi dans ces comptes rendus, puisque finalement, les débats sont quand même de plus en plus constructifs. C'est intéressant. Pourvu que ça continue, parfait. Merci à vos partages. Merci à David de la BPCE qui partageait donc le fait que
4 mails par an pour les OS, limité à 800 caractères. C'est bon. On en pense qu'on en veut, mais c'est toujours à prendre. Jean-Pierre, Oui. merci à vous trois pour vos partages. On arrive en fin de live. Jean-Pierre, tu as été sage, tu as tout écouté après avoir planté le décor. Libre parole, mais moi je voudrais te lancer aussi sur le côté en quoi l'expert, tu représentes un cabinet d'expertise, il est capable aussi d'apporter de la matière aux élus, et notamment aux élus du CSE, pour informer les salariés. J'entends par exemple, et je vais te laisser développer là-dessus, sur l'importance, et ça rejoint aussi ce que disait Laure, l'importance d'avoir, quand le CSE rend un avis, qu'il soit motivé, et qu'à force de ça, s'il est motivé, qu'on puisse davantage le partager avec les salariés, parce qu'il a une valeur bien plus grande que simplement dire on est contre ou on est pour. Il est argumenté, et donc il a une valeur qu'il faut. Et donc accompagner les élus pour motiver leurs avis. Et deuxième chose, dans le cas des expertises que vous faites pour risques graves ou pour projets importants, c'est très bien de faire l'expertise, mais ensuite, quid, par exemple, de convenir avec les élus, de faire une restitution auprès des salariés du rapport d'expertise en visio, ou enfin, quel que soit le format, mais le côté service après-vente de ce qu'on a pu produire pour alimenter en information avec des formats adaptés et pour toucher les salariés, ce qui est quand même le fond de sauce. Jean-Pierre. Oui, effectivement, sur tout ce qui concerne les outils, je trouve que c'est passionnant ce qui a été dit par les intervenants. Nous, en tant qu'experts, on peut évidemment agir en tant que conseil, avoir des retours d'expérience, et le fait d'en entendre beaucoup comme ça, ça peut permettre aussi de donner des idées aux CSE avec lesquels on travaille. Mais au-delà des outils, c'est la question du contenu. Quel contenu donner à ces communications, quel que soit le moyen de communication qu'on réussit à obtenir. Et alors, moi, je voudrais parler peut-être de 2 points. Le premier, c'est comment réussir à diffuser une information pertinente. Louis a parlé de Christophe, pardon. Quand on a un prénom et un nom, Christophe a parlé de PV de 90 pages. Alors, je comprends très bien, dans certains cas, l'utilité d'un PV de 90 pages pour faire foi, notamment s'il faut aller en justice. Mais au niveau de la com, un PV de 90 pages, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des synthèses et des synthèses brèves. Laure a aussi insisté sur le fait que la direction envoyait des pavés, et que la CFE Michelin transcrivait ces pavés en un document synthétique et lisible, et c'est évidemment ce qu'il faut faire. Alors, ça nous renvoie, nous, pour ce qui concerne le métier d'expert, à 2 choses. C'est d'une part le rapport, où c'est souvent aussi des pavés de 100, 150, 200 pages, et puis l'avis. Alors, sur le rapport, moi je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander à l'expert des synthèses. Nous, au groupe Orsevetix, on le fait de manière quasiment systématique. Et ces synthèses, elles peuvent évidemment être diffusées. Et ce n'est pas le rapport de 100 ou 200 pages qui doit être diffusé, mais c'est un 4 pages de synthèse. Et là, évidemment, enfin, nous, on est complètement à disposition comme après-vente pour fournir une synthèse. Mais quand il y a une expertise, quelle que soit l'expertise, finalement, que ce soit une des expertises annuelles sur la situation éco, la situation sociale, les orientations stratégiques, avoir une synthèse de ça diffusée aux salariés, c'est quand même un élément important. Et la même chose sur l'avis. Laure disait, la direction dit les salariés ont voté contre. Bon, je pense que dans les grandes entreprises, il y a de moins en moins de votes secs comme ça, favorables et défavorables, abstention. On fait un avis motivé.
un avis qui peut faire 1 page, 2 pages, mais un avis motivé où on explique sur quel point on était éventuellement d'accord, sur quel point on n'est pas d'accord, parce que sur un projet ou sur une situation économique, ça n'a pas de sens de dire qu'on est pour ou contre. Enfin, au bout du compte, on peut faire un vote contre, notamment sur un projet de réorg, mais ce qui est important, c'est l'argumentaire. Et même sur une réorg, il est rare qu'on soit pour tout ou contre tout. On a un avis qui va être nuancé, motivé. C'est évidemment avec l'expert souvent qu'on rédige cet avis. Nous, là aussi, on le fait systématiquement. Je crois qu'on a réussi à expliquer à tous les CSE qui travaillent avec nous qu'il faut faire un avis motivé. J'espère que c'est aujourd'hui le cas à peu près partout. Donc ça, c'est vraiment des éléments et des éléments de contenu et qu'on peut travailler ensemble. Où les élus ne doivent pas rester tout seuls à la suite notamment des expertises et pour faire connaître ça. Alors après ça, il y a ce que tu évoquais, Rodolphe, c'est-à-dire de pouvoir faire une restitution aux salariés eux-mêmes, en direct. Alors, ça, c'est évidemment plus compliqué. On ne va pas faire une restitution à 1000, 5000 ou 10 000 personnes d'un rapport d'expertise éco. Bon, par contre, quand on fait un risque grave, souvent le risque grave ne concerne pas toute l'entreprise. Il concerne un service. Et là, c'est évidemment intéressant de pouvoir faire une visio avec le maximum de personnes concernées pour restituer ça. Et restituer à la fois les conclusions et les recommandations du CSE. Donc là, on retombe sur des formules visioconférence ou blog ou différentes interactivités qu'on peut réussir à mettre en place à ce niveau-là. Donc, voilà là des contenus, si vous voulez, qu'on peut réussir à mettre en place. Et puis, bon, moi, il y a un point qui me frappe aussi, c'est finalement la complémentarité de tout ça. On a la complémentarité de la communication du CSE avec celle des syndicats, avec différents outils de communication, et il ne faut pas s'en priver, avec aussi, et dans un ensemble de boîtes, je pense que c'est pas forcément ringard et oublié qui est le bon vieux panneau d'affichage. Il y a encore des endroits où le panneau d'affichage fait sens. Je pense notamment à l'industrie. Quand on a un panneau d'affichage à côté des vestiaires ou à côté de la salle de pause dans l'industrie, si ce panneau d'affichage est régulièrement mis à jour, ça fait sens. Bon, ça fait un peu moins sens dans le tertiaire, mais dans les usines, où surtout les gens souvent n'ont pas ont moins d'accès à Internet, ont pas forcément une adresse mail pro, eh bien, ce bon vieux système continue à avoir une certaine pertinence. Et moi, je constate souvent quand on fait des visites d'usines, eh bien, que les panneaux d'affichage sont vides ou avec des infos qui datent de 6 mois, voire plus. Voilà. Or, les gens passent devant tous les jours. Et mais ils ont peut-être plus de chances de voir ça qu'une annonce sur un blog. Donc, il y a l'ensemble de ces éléments, communication CSE, communication des syndicats et l'ensemble des outils de com dont il me semble qu'aucun ne doit être négligé. Et qui peuvent permettre là de nous renvoyer, ça nous renvoie sur, je reboucle moi avec mon premier point qui était le dialogue social. Bon, moi c'est évidemment mon dada, le dialogue social, et où ce dialogue nécessite forcément de la connaissance et de l'interactivité, et où on a perdu beaucoup, je pense, on a perdu énormément de proximité. Ça, c'est quand même, moi, une de mes grandes inquiétudes. J'espère peut-être qu'avec
avec les assises qui ont eu lieu dans le cadre du CNR, il y a quand même des idées qui sont lancées. Le Conseil économique, social et environnemental a repris beaucoup ça. Il y a vraiment du travail à faire et peut-être avons-nous une chance que dans ce cadre-là, et le gouvernement étant un peu obligé peut-être de lâcher du lest, on puisse revoir quelques points des ordonnances. Et je pense que si on revoit des éléments des ordonnances de 2017, redonner de la proximité, c'est pour moi vraiment un des axes les plus essentiels. On a malheureusement une déconnexion de plus en plus grande. Et tout ce que vous faites là avec les nouvelles technologies de l'information, c'est un des moyens. Ça ne suffira sans doute pas à redonner la proximité que nous avions avant les ordonnances. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ce mot de conclusion, cette synthèse. Merci à OrseEthics d'avoir porté cette matinée riche en interactions. Et petit tour conclusif, alors très rapidement, là en quelques mots, de nos 3 intervenants par rapport un peu pour conclure. Donc écoute, on va commencer par toi Laure. Alors, si je devais conclure, moi je dirais que les entreprises se posent quand même vraiment des questions. C'est aussi pour ça que les portes commencent à s'entrouvrir. Donc, on a tous une opportunité de négocier plus de moyens. Ça ne remplacera pas le contact complètement. Donc, les canaux, ils deviennent complémentaires. Il faut avoir une stratégie multicanaux. Et ce qui est central, c'est d'avoir une ligne éditoriale. Donc, une cohérence entre tout le monde, pousser des messages, que ce soit pour faire de l'oral. Nous, en ce moment, on fait des tournées terrain, puisqu'il y a des élections. Mais il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre le numérique, ce qu'on dit oralement, etc., et entre toutes les personnes qui composent l'équipe. Mais voilà, je pense que les entreprises en ont pris conscience et nous, on est plein d'espoir pour renégocier cet accord. Super, merci pour ce message qui tire vers le haut. Merci à toi, Laure. Christophe, à toi le petit mot de conclusion, rapide. Oui, je partage ce que dit Laure sur la cohérence. Ce qui est important, c'est que les élus se disent que le monde change. C'est bien que ça change, que ça évolue, que ça s'améliore, et qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, il faut aller au contact des personnes, il faut leur apporter de l'information, essayer de synthétiser. Enfin, il faut que l'ensemble des élus s'impliquent plus dans le sens de la communication, alors qu'avant, c'était plus vertical, avec un tract papier, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une autre façon d'appréhender la diffusion d'informations. Il faut faire synthétique, faut prendre les salariés pour des gens intelligents, il ne faut pas leur mâcher leur travail, il faut leur apporter de l'information, qu'ils aient l'impression de pouvoir comprendre, avoir les moyens de comprendre et de se forger leur propre avis, et que les syndicats ne sont pas là pour, certains pourraient dire, pour manipuler leur esprit en les dirigeant vers une information. Il y a un fait dans une entreprise, le syndicat n'est pas d'accord, il apporte, il donne les moyens, le salarié se sent impliqué d'une certaine façon et il a les moyens de devenir acteur. Donc voilà, il faut se donner plus d'énergie, plus d'investissement pour apporter de l'information aux gens, pour renouer ce dialogue et cette proximité. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Et à toi, Pierry. Non, Thierry, non, ça ne va pas le faire comme ça. Comme ça va le faire mieux. Tout a été à peu près dit. Je partage tout à fait ce qu'a dit Laure, la stratégie multicanaux, avoir une ligne éditoriale, parce qu'il faut avoir un fil conducteur, avoir un style. Il faut que les gens, quand ils aillent voir le site UNSA, ils savent qu'ils sont à l'UNSA, ils le voient par le style, comme je suppose que c'est la même chose pour l'heure à la CGC. Et puis, il faut aussi... en complémentarité, je crois qu'un des gros travaux aujourd'hui, c'est bien d'utiliser tous ces outils. Ça devient de plus en plus nécessaire, mais il faut essayer par tous les moyens de faire le retour à l'entreprise. Le tractage papier, l'affichage, c'est encore nécessaire. Et le tractage papier,
Quand on tracte un papier à la sortie de la cantine ou à l'entrée de la cantine, ben on est à 5, il y en a 2 qui distribuent et 3 qui discutent avec les gens. Et en discutant avec les gens, c'est là qu'on ressort des problèmes, c'est là qu'on sent la température et l'ambiance de l'entreprise. Et ça, on l'a beaucoup perdu avec le numérique. Et il faut quand même se garder cet espace, je dirais, physique, contact physique. Merci à toi. Merci à vous trois. Merci à nouveau à OrseEthics d'avoir porté cette matinée sur un sujet qui est vraiment qu'on pourrait vraiment dérouler plus encore. Écoutez, merci à votre participation très active. Il y a eu beaucoup de messages échangés dans le chat. Super. Donc, compte rendu à suivre. Et écoutez, moi, petit mot de conclusion. On peut former l'espoir qu'un jour, peut-être, vu qu'on parle, il y a de plus en plus d'adhésions au syndicat, on peut former l'espoir peut-être que les adhérents au syndicat, un jour viendra où ils n'auront pas ils se sentiront à l'aise pour signer en pied de page ou sur les réseaux sociaux le fait qu'ils soient adhérents à l'UNSA, à la CFE, à FO, à la CFDT ou que sais-je, ou voir des syndicats maison, peu importe, et d'afficher leur appartenance pour nourrir le dialogue social. On y gagnera peut-être un peu tous, et pour l'instant, on n'y est pas. Mais bon, ça sera un signe intéressant. Écoutez, merci à tout le monde. Bon week-end prolongé qui arrive à nouveau. Et prochain live la semaine prochaine. Nous, on a quand même un live la semaine prochaine, vendredi, sur un tout autre sujet. C'est concerne la GEPP. Tout ce qui est formation, mobilité interne dans l'entreprise, comment créer les conditions de la confiance. Parce que, par exemple, la GPEC, elle a quand même une sale image, l'image de ton poste est menacé et on t'accompagne gentiment vers la sortie. C'était ça l'image de la GPEC. Ça change et de voir vraiment les conditions de transition professionnelle en interne dans les boîtes et en conditions de confiance sans avoir l'impression d'être gentiment dirigé vers la sortie, je le redis. Écoutez, merci à tout le monde, bonne journée, je ferme et merci à toutes et tous. Merci à toutes et tous et à votre disposition pour continuer en direct si vous le souhaitez. Super. Merci. Le mail reste toujours ouvert. Compte rendu à suivre, il y aura les coordonnées de tout le monde et ça marche. La bonne journée à tout le monde et le bon week-end. À bientôt. Très bien. Merci à tous et tous. Je coupe.